Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 4e rendez-vous du mois de l'IA égalitaire organisé par le Laboratoire de l'égalité. Je suis Hélène Dex-Van Ruys, copilote avec Muriel Garnier qui est à mes côtés du groupe de travail sur l'IA et les femmes. Alors, comme vous le savez, le Laboratoire de l'égalité fête ses 10 ans d'existence. Alors, qu'est-ce que le Laboratoire de l'égalité en quelques mots? Alors, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'égalité professionnelle, la défense du droit des femmes et qui compte plus de 1500 membres, hommes et femmes tous confondus. Le Laboratoire de l'égalité est avant tout une force de rassemblement et d'interpellation des personnalités publiques et privées. Et il sensibilise l'opinion publique, mais aussi le gouvernement, en émettant des propositions, des solutions sur des sujets qui sont très actuels, comme celui de l'IA. Et il a également une mission qui est fondamentale, c'est la sensibilisation et l'éducation. Alors, je vous propose de retenir 3 dates concernant le sujet de l'IA. Donc, il faut savoir que le Laboratoire d'égalité s'est emparé du sujet dès 2017 et a agi comme un lanceur d'alerte en évoquant la discrimination des algorithmes sexistes et des biais. En 2019, je vous présente le livre, cette fois-ci vous le voyez bien. Donc en 2019, on a la sortie du livre de Maud Bernheim et de Flora Vincent sur l'IA, une IA plus égalitaire qui s'appelle L'intelligence artificielle pas sans elle et qui a été préfacé par Cédric Villani, donc mathématicien et chercheur, qui a insisté sur la sous-représentation des femmes dans l'IA. Et bien sûr, ce livre est sorti sous l'égide du Laboratoire de l'égalité. Et la 3e date importante, c'est 2020, c'est l'année dernière. Nous avons sorti notre pacte pour une IA plus égalitaire entre les femmes et les hommes, en complément des associations comme le Cercle Interrel, Arborus ou Femmes Ingénieures. Et ce pacte a en fait 4 missions principales. Celui d'éviter de reproduire les inégalités femmes-hommes dans l'IA, à contrario de réduire de faire de l'IA un moteur d'égalité entre les femmes et les hommes, d'accélérer la mixité dans les équipes d'IA et surtout, globalement, de mobiliser tous les acteurs de l'IA. Alors, pour célébrer les 10 ans du Laboratoire de l'égalité, nous avons mis en place des rendez-vous hebdomadaires tous les mardis midi. On a appelé le mois de l'IA égalitaire, bien sûr avec l'IA en ligne de mire, en proposant donc des tables rondes avec toutes les différentes parties prenantes, donc les médias aujourd'hui, les associations, les entreprises, les organismes de formation, comme la semaine dernière, pardon. Et justement, vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre pour la troisième rendez-vous de l'IA égalitaire du point de vue de l'éducation et des formations de la semaine dernière. Et aujourd'hui, donc, nous sommes ravis d'aborder l'IA du point de vue des médias. Et nous accueillons avec grand plaisir nos invités qui sont Juliette Duquesne. Juliette, vous êtes journaliste au carnet d'alerte. Emmanuelle Durand-Rodriguez, vous êtes journaliste indépendante. Et enfin, Bastien Lyon, qui est lui journaliste pour les numériques. Donc, je laisse Muriel reprendre la main, mais juste avant, je voudrais préciser que nous avons des questions-réponses en 2e partie de table ronde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour que nos invités puissent y répondre. Et je laisse la main maintenant à Muriel qui va vous présenter de façon plus approfondie. Muriel, c'est à toi. Merci Hélène, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Muriel Garnier et responsable du programme Intelligence artificielle et les femmes depuis 2017, depuis qu'on s'intéresse à ce sujet, et en même temps copilote avec Hélène du groupe de travail qui continue de réfléchir et de communiquer le plus largement possible. Alors, le but aujourd'hui, c'est de faire témoigner les médias. Alors, dans ce sens-là, nous avons invité, nous sommes ravis et bienvenue à nos 3 invités. Et vous allez voir, on va traiter ce sujet de comment l'IA est traitée dans les médias et par les médias avec des angles différents.
Donc, je propose de commencer avec Juliette. Donc, Juliette Duquesne, vous êtes journaliste indépendante. Depuis 2016, vous vous consacrez à l'enquête et à la publication, la rédaction de livres, la collection Carnet d'alerte, réalisée avec Pierre Rabhi. Et vous traitez des sujets économiques, environnementaux, à fort impact sociétal. Pour donner un exemple, vous avez publié par exemple en 2018 l'eau, alors c'est l'eau que nous sommes, un élément vital en péril. En 2019, vous avez publié Vivre sans la croissance. Et là, en 2021, vous venez de publier un livre consacré à l'intelligence artificielle qui s'intitule L'humain au risque de l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, vous avez mené une enquête. Alors, vous allez bien évidemment nous donner tous les détails, mais en fait, vous avez redonné un angle sur les limites et les risques de l'IA vis-à-vis de notre monde, vis-à-vis de l'humain. Donc justement, quels sont les enseignements que vous tirez de cette enquête qui a été énorme? Si j'ai bien compris, vous avez interviewé plus de 80 personnes, d'experts. Donc voilà, Juliette, je vous laisse présenter en détail ces enseignements. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à cette table ronde. Je suis ravie d'y participer. Oui, pour cette enquête, j'ai interviewé plus de 80 personnes et c'est vrai qu'au fil des mois et des personnes, je me suis rendu compte quand même que j'ai interrogé justement pas beaucoup de femmes. Et du coup, je me suis fait la réflexion et j'ai essayé de recentrer et de changer aussi et d'interroger un peu plus de femmes. Je vous ai d'ailleurs interrogé Muriel Garnier pour cette enquête, pour justement cette partie biais et discrimination. Et je crois d'ailleurs que c'est une des enquêtes où j'ai le moins interrogé de femmes. Et celle, je crois que c'est juste un tout petit peu au-dessus, c'est celle de la finance. D'ailleurs, il y a beaucoup de liens entre cette enquête sur l'intelligence artificielle et cette enquête sur la finance. J'ai quand même essayé de faire attention à ce point-là. Et dans l'enquête, on a une partie, c'est pas le centre, mais on a une partie sur justement les biais, les discriminations et les limites inhérentes à l'intelligence artificielle. Alors, j'ai écouté un peu les autres tables rondes, donc je vais essayer de ne pas trop non plus revenir sur le fait que, bien sûr, il y a des biais il y a des biais inhérents à l'intelligence artificielle et qui reproduisent les biais de la société du fait tout simplement que c'est beaucoup des hommes qui créent tous ces algorithmes et le fait aussi que ce soit basé sur les données. Beaucoup de programmes d'intelligence artificielle sont basés sur les données et dans ces données, il y a des biais, donc forcément, indirectement, l'intelligence artificielle va reproduire ces biais. Alors, moi, j'ai plusieurs exemples dans mon ouvrage, notamment avec les RH, j'ai trouvé une étude, c'était difficile d'évaluer aujourd'hui combien de RH utilisent des outils d'intelligence artificielle. J'ai trouvé plusieurs études qui donnaient aux environs de 11%, surtout dans les multinationales. Et beaucoup de chercheurs ont alerté sur le fait qu'il y avait beaucoup d'outils qui sont un peu des outils d'apprentis sorciers, comme ils les indiquaient, en disant que parfois ça pouvait justement reproduire des discriminations. Il y a l'exemple assez connu d'Amazon qui avait utilisé des CV et du coup les hommes étaient plus souvent choisis et quand c'était les femmes, elles étaient surdiplômées. Puis il y a d'autres exemples qui peuvent, pas forcément dans la discrimination, mais qui peuvent parfois mettre des CV en bas de la file, en bas de la liste, alors pour par exemple un cheveu sur la langue et autres. On a analysé par exemple une rencontre et un entretien via des outils d'intelligence artificielle qui ne sont pas vérifiés. Donc ça, beaucoup de chercheurs, même qui sont plutôt pro-intelligence artificielle, ont mis en avant le fait qu'il fallait faire très attention à tous ces outils qui peuvent être parfois, on va dire, dangereux et surtout pas efficaces et donc néfastes après pour la réalité. Après, dans mon enquête, il y a aussi est revenu le fait que souvent, quand on utilise des outils d'intelligence artificielle, l'être humain va être très influencé par le résultat qui est apporté par le programme d'intelligence artificielle. Alors, plusieurs fois, les chercheurs m'ont donné l'exemple aux États-Unis de ce logiciel qui aide les juges à prendre une décision pour savoir s'il faut que la personne soit libérée ou remise en prison. Et on sait que ce logiciel défavorisé, par exemple, là, c'était le cas, c'était des personnes noires, et que du coup, après, ces données
qui étaient biaisées étaient remises dans le programme d'intelligence artificielle et que du coup, ça amplifiait encore les discriminations. Il y avait une sorte de boucle qui était mise en place et qui pouvait être encore plus renforcer ces outils, du coup, ces discriminations au sein de l'intelligence artificielle. Alors après, moi, il est revenu souvent pendant cette enquête et les différents entretiens que j'ai menés que c'était très important d'identifier ces biais, ce que vous faites et ce que vous mettez en avant depuis déjà longtemps, mais qu'après, est-ce que c'était vraiment possible de corriger ces biais? Selon les chercheurs, j'ai eu des réponses un peu différentes. Il est quand même revenu souvent que quand on corrigeait ces biais, il y en avait forcément d'autres qui allaient apparaître, qu'on pouvait les corriger, mais que ce n'était pas toujours si simple, qu'il ne suffisait pas, par exemple, de retirer le genre, comme ça avait été le cas avec Apple et son crédit, où quand on a retiré le genre, du coup, on avait les discriminations étaient toujours présentes, mais elles étaient plus difficilement identifiables. Et alors ça, j'ai pas mal discuté avec le chercheur Philippe Besse sur ce point, sur le fait que souvent, quand on augmentait, quand on mettait par exemple plutôt dans les résultats, on va essayer de réduire les biais avec de la discrimination positive, on pouvait du coup avoir moins d'efficacité et réduire l'efficacité du résultat et avoir du coup un algorithme une intelligence artificielle qui va être moins efficace et les résultats moins probants. Donc c'était possible, qu'il fallait les identifier, mais que ce n'était pas toujours si simple après de corriger les biais. Et moi, ça m'amène à un point un peu plus large dans mon enquête sur le fait que, bien sûr, c'est très important d'identifier ces biais algorithmiques et d'essayer de les corriger, mais peut-être se poser aussi la question de savoir est-ce que c'est intéressant ou pas d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle dans tel ou tel domaine et se poser la question plus globalement, avoir peut-être des débats sociétaux plus globaux là-dessus, ou de savoir si c'est intéressant de l'utiliser. Parce que ce qui est revenu souvent, notamment en interrogeant les mathématiciens dans mon enquête, c'est que, alors je vais essayer d'être claire sur ce point, c'est que de passer des mots aux algorithmes, aux mathématiques, puis après au codage informatique, ce qui est souvent utilisé pour créer un programme d'intelligence artificielle, eh ben, on perd un peu, même si les algorithmes sont très complexes, on perd quand même en subtilité et on schématise forcément un peu. Et comme en plus, même de plus en plus, on prend des bouts d'algorithmes, on complexifie. On peut d'ailleurs, c'est lié avec le fait qu'il faut que ces algorithmes soient davantage transparents, mais du coup, on complexifie tout ce point-là et qu'il faut faire attention à ne pas utiliser à outrance des algorithmes à l'envi dans notre société parce que ça peut la rigidifier et la schématiser et même perdre en efficacité de ces algorithmes. Ça moi, c'est un point qui est revenu souvent dans mon enquête et qui est même à mettre en parallèle avec ce que j'avais pu constater dans la finance, que la finance a beaucoup été précurseur en intelligence artificielle. Et j'avais interviewé un mathématicien très intéressant sur ce point qui me disait à l'époque, on a oublié d'aller sur le terrain à la rencontre des entreprises. On utilise des algorithmes et des outils d'intelligence artificielle pour essayer d'évaluer les entreprises et prendre des décisions et acheter ou vendre des actions. Et on s'est décalé de la réalité. Et c'est ce qui avait en partie conduit à la crise des subprimes. Et c'est vrai que moi, ça a été intéressant, c'est que il me semble qu'aujourd'hui, on utilise ces outils qu'on a utilisés et beaucoup expérimentés en finance un peu partout dans la société et qu'on se pose la question, une fois la généralisation de ces outils, s'il faut ou pas les utiliser. Et on oublie que les mathématiques, même si c'est très complexe, ça simplifie le réel, ça le schématise, et donc ça peut notamment amplifier les discriminations et un peu enlever la singularité, l'unicité de chacun et un peu ce qui fait de nous des humains. Ça, c'est un point qu'on a pas mal développé pendant l'enquête. Et il faut savoir aussi que les mathématiques et les algorithmes, ce sont des langages écrits qui sont réservés à des initiés et que du coup, ça peut quand même décaler avec une partie de la population. Et ce qui est revenu aussi souvent, et ce qui va pour moi avec le débat sur les biais, c'est qu'il faut rendre ces algorithmes transparents, ce qui n'est pas toujours évident. Les chercheurs essayent. J'ai interviewé par exemple Nicolas Maudet, qui était très intéressant là-dessus, qui m'expliquait que ce n'était pas toujours simple de les rendre transparents, ces algorithmes, même pour eux, parce que des fois, ils ont du mal à expliquer les décisions. Et plus on va rendre des
décisions, notamment des décisions publiques via ces algorithmes, plus il faut qu'ils soient transparents. C'est une obligation aujourd'hui, mais ça l'est pourtant pas tant que ça. C'est pas toujours le cas, en fait. C'est une obligation pour les algorithmes publics, mais les décisions ne sont pas toujours transparentes. On voit les cas avec Parcoursup et autres. Donc, il me semble qu'il faut gagner en transparence et se poser aussi la question si on a vraiment besoin d'algorithmes et de programmes d'intelligence artificielle pour tel et tel domaine et pas aller dans une fuite en avant technologique. Et notamment, bien sûr, il y a des limites inhérentes à l'intelligence artificielle, c'est ce dont je viens de parler, mais il y a aussi des limites bien plus larges que sont les limites de la pollution du numérique. Alors, ça peut paraître un peu éloigné de nos sujets, mais comme on débat, c'est vrai que des fois, on a un peu tendance c'est un peu comme le recyclage. On se dit, il faut recycler, bien sûr, mais il y a une limite au recyclage et on ne peut pas recycler à l'infini pour consommer de façon infinie en se disant il n'y aura pas de problème pour la planète. Là, c'est un peu pareil. Moi, il me semble qu'il faut une IA beaucoup plus éthique, qui prenne en compte tous ces biais, mais c'est pas parce qu'on va construire, et on en est encore loin, mais c'est pas parce qu'on va construire cette IA plus éthique et plus égalitaire qu'il faut en mettre partout, notamment parce que la plus grande limite à l'intelligence artificielle, c'est la pollution du numérique, même si aujourd'hui, c'est pas l'intelligence artificielle qui pollue le plus, ce sont bien sûr les équipements dans le numérique qui polluent le plus, mais pour, par exemple, avoir la ville intelligente demain ou la voiture autonome, etc., même une ville intelligente qui va essayer de moins consommer d'énergie, elle aura plein de capteurs partout et ce sont tous ces capteurs qui vont être la source la plus importante de la pollution. On sait que c'est plus de 70% de la pollution du numérique est due aux équipements, que ce soit en émissions de gaz à effet de serre, en consommation de métaux, en consommation d'eau. Et tous ces petits capteurs sont très difficilement recyclables, ce sont des alliages. On sait qu'il va manquer, par exemple, d'indium qui est très utilisé dans le numérique dès les années 30-35. Il y aura le pic d'extraction du cuivre sera atteint dans les années 2060. Même si on ne connaît pas exactement toutes les réserves, moi, toutes les personnes que j'ai interrogées, spécialistes de ce sujet, nous indiquent bien que le numérique n'est pas illimité. Donc, il me semble c'est un point qui doit être mis en compte dedans, avoir par exemple des critères sociétaux, de se poser la question de l'intérêt d'un programme d'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire de ne pas du tout l'utiliser, mais en tout cas de se poser la question de l'intérêt sociétal d'un programme d'intelligence artificielle et bien sûr de l'intérêt environnemental, parce qu'au-delà même des équipements, même si les données, ce n'est pas ce qui pollue le plus, on sait quand même que dans le numérique, il faut quand même savoir que l'entraînement d'un programme d'intelligence artificielle le plus couramment utilisé, ça équivaut en émissions de gaz à effet de serre à un vol Paris-Hong Kong, et que tous les 3-4 mois, la demande en calcul double. Donc, si on commence à mettre de l'intelligence artificielle partout, ce qui est quand même l'évolution actuelle, je pense qu'il faut réfléchir avant la généralisation de ces programmes d'intelligence artificielle. J'espère que je n'ai pas été trop longue. J'ai essayé de respecter les timings pour que nous ayons tous chacun un temps de parole. Merci Juliette. Je pense que je vous conseille de lire le livre que j'ai eu un peu en primeur, si je puis dire, car ces différents angles, comme vous dites, sociétaux, environnementaux, sont évoqués avec des entretiens avec des grands experts du domaine. Et donc, c'est très intéressant à voir sous cet angle-là. Merci Juliette. Donc maintenant, je vais passer la parole à Emmanuelle Durand-Rodriguez, journaliste indépendante et directrice de projets éditoriaux. Alors Emmanuelle, si je puis dire, a un peu une expérience très riche et très engagée sur les sujets d'égalité femmes-hommes. Elle a été fondatrice et directrice de rédaction de la Tribune à Toulouse. Vous avez travaillé sur de nombreux sujets économiques, de sciences, d'innovation, d'intelligence artificielle, toujours avec cet angle égalité professionnelle femmes-hommes. Vous êtes aussi à l'origine de nombreuses initiatives
comme Média et Sciences, comme Sororistas, comme Génération. Donc, tout ceci avec cet objectif de construire un monde futur plus juste. Alors, au travers de toutes ces expériences, ma question, ça sera qu'est-ce que vous avez appris sur l'IA dans les médias et sur l'IA et le sexisme? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur ces deux aspects de l'IA? Merci beaucoup Muriel, bonjour à tous et toutes. Donc oui, effectivement, moi peut-être pour préciser ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment les enjeux de transformation, les enjeux de mutation économique et en particulier effectivement les mutations qui sont en ce moment provoquées et aussi induites par l'intelligence artificielle parce que comme Juliette l'a bien dit, on est dans un moment quand même assez massif d'accélération de la transition numérique. Donc aujourd'hui, ce qui me semblait intéressant peut-être, c'est d'aborder la question de l'IA et des médias sous deux angles. L'IA et la fiabilité de l'information, parce que ça, c'est un vrai sujet, et l'information, évidemment, comme pilier de la démocratie. Donc, les risques engendrés par l'IA sur la fiabilité de l'info, et puis la lutte aussi contre la mésinformation, et puis l'IA et le sexisme, car effectivement, les algorithmes peuvent soit renforcer les attitudes et décisions sexistes, soit idéalement les atténuer. Donc, sur l'IA et les fake news, moi, je ne veux pas forcément parler de tous les outils ou tous les boîtes à outils qui servent à assister les journalistes. Hein. On sait que, par exemple, Google a mis à disposition quelque chose qui s'appelle Journalist Studio, qui permet en fait de traiter des grandes masses d'informations. Et bon, bien évidemment, ça peut être utile, notamment Pinpoint qui fait du tri informationnel, qui est vraiment dans la fouille de données. Donc, c'est sans doute particulièrement intéressant pour un journaliste qui a besoin d'accéder à ses archives, à ses données précises, puisque finalement, Pinpoint analyse à la fois des images, des PDF, des notes, même des notes manuscrites, et puis à partir de mots-clés, en retire un certain nombre d'informations évidemment utiles pour les journalistes, soit des contacts, soit des lieux, soit des informations elles-mêmes. Donc, bon, ça c'est une chose, et bon, a priori, je n'ai pas de raison d'avoir une prévention particulière sur la question de l'IA en tant qu'outil, bon, même si en fait on pourrait aussi parler du rôle de Google, mais bon, c'est encore autre chose, mais plutôt resserrer un peu sur les fake news qui sont potentiellement générées par l'intelligence artificielle et évidemment générées à des fins politiques ou de manipulation, d'influence des opinions. Et ça, évidemment, ça peut servir à attiser le scepticisme sur le réchauffement climatique, comme ça a déjà été le cas, d'influencer sur des questions actuelles, comme les questions de santé, hein, les vaccins qui sont là quand même en ce moment tout à fait l'objet d'une guerre d'information. Et je vais peut-être prendre un exemple. De la façon dont on peut en fait détourner évidemment un outil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de quelque chose qui s'appelle GPT-3, qui est en fait un générateur automatique de texte. En soi, a priori, il n'y a rien de négatif, puisque évidemment le résultat dépend des données qu'on a fournies et qui alimentent le logiciel. Et par exemple, The Guardian l'année dernière a fait l'expérience d'un article entièrement écrit par donc cette IA. Mais évidemment, on peut aussi manipuler l'info avec GPT-3. Et donc, c'est une expérience qui a été menée avec ce dispositif, en fait, par des chercheurs de l'université de Georgetown, et qui, donc, enfin, en fait, les chercheurs ont nourri cette IA avec des fausses infos, des fausses citations, et ont ainsi créé des tweets, en fait, et des messages, des courts messages, et ils ont effectivement observé que plusieurs volontaires changeaient d'opinion après avoir vu les messages, les tweets et l'IA. Ce n'est pas très très surprenant, mais bon voilà, c'est une recherche. Je pourrais mettre le lien d'ailleurs sur l'étude si vous voulez. Alors évidemment, on peut aussi parler de deepfake, hein. Donc, deepfake, c'est une contraction en fait de deep learning et de fake news que quasiment tout le monde aujourd'hui, quand les pubs sur Instagram ou sur Twitter vous donnent en fait l'accès déjà à des applis pour modifier des photos. Vous l'avez peut-être remarqué. Donc ça se multiplie. Il y a aussi ce qu'on appelle les GAN. C'est les Generative Adversarial Networks. En fait, c'est deux réseaux neuronaux qui
qui se battent l'un contre l'autre pour créer des visages inconnus, enfin inexistants, ex nihilo, et ça marche particulièrement bien. Il y a aussi le phénomène des fake voices, et d'ailleurs, vous pouvez télécharger des logiciels pour transformer les voix. Donc, beaucoup d'exemples, sachant qu'en fait, en réalité, l'essentiel des phénomènes de désinformation sur les réseaux sociaux, c'est quand même la diffusion de fausses infos via les chatbots. Mais bon, donc la liste est longue. Et je ne vais pas aller plus loin dans cette liste-là. Je ne veux pas non plus détailler toutes les initiatives de lutte contre le fake news qui embarquent en fait de l'IA. Juste peut-être en citer deux. Je sais que Microsoft a lancé quelque chose qui s'appelle Vidéo Authentificator, qui analyse les photos et les vidéos et qui signale quand elles sont trafiquées ou quand elles sont authentiques. Et puis, par exemple, un laboratoire de recherche, l'IRISA à Rennes, qui construit des algorithmes capables de repérer les fake news. Donc, ce que je voudrais dire peut-être plutôt, c'est que face en fait, à la déferlante de ces manipulations, et d'ailleurs, le directeur de France Info l'avait dit aussi, de mon point de vue, il faudrait ouvrir en fait les rédactions et les laboratoires de recherche et faire en sorte de vraiment que les médias recrutent davantage de data scientists et de spécialistes de l'IA, finalement qu'on pense l'IA et les médias, que ce soit dans les laboratoires de recherche et dans les médias. Et d'ailleurs, je vous encourage à lire les recommandations du Forum sur l'information et la démocratie. C'est une recommandation, enfin une série de recommandations qui a été faite la semaine dernière. Bon, il y a 60 pages, donc je vais me limiter à ce qui nous intéresse. Ça s'appelle un New Deal pour le journalisme. Et en fait, une des recommandations, c'est justement d'inclure le journalisme et les médias parmi les secteurs vraiment stratégiquement importants pour l'intelligence artificielle, justement pour organiser la réflexion sur l'impact de l'IA sur le journalisme. À ma connaissance, ce n'est pas du tout le cas en France. En tout cas pas dans la V1 de la stratégie française, ni dans la V2 d'ailleurs qui va être annoncée très bientôt, je pense pas, et ça me semble effectivement extrêmement intéressant pour le top management et les directions de médias, c'est un vrai sujet, je suis pas sûre que ça soit abordé en dehors de la question du data journalisme, quoi. Parmi les initiatives peut-être un peu positives, je voudrais aussi signaler en fait, la nouvelle formule de Flint. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un robot journaliste qui propose une newsletter d'infos personnalisables, mais avec, il n'y a pas une espèce de fantasme autour de la magie de l'IA, c'est vraiment une baseline assez intéressante, c'est humains et robots unis face à la surinformation et la désinformation. Donc, d'ailleurs, c'est une aventure assez majoritairement féminine, puisque le projet est dirigé par Benoît Raphaël, que vous connaissez peut-être. Mais en tout cas, 70% de l'équipe est composée de femmes. Donc voilà, je pense qu'on est au début vraiment d'un foisonnement d'initiatives dans les domaines de l'IA comme outil, mais aussi pour lutter contre la désinformation. Et je pense que c'est vraiment un moment où les femmes en fait, doivent vraiment se saisir de ces enjeux-là, comme de tous, mais d'un point de vue technologique, je pense que c'est très important. Donc, si j'ai quelques mots encore pour parler d'IA et sexisme, évidemment, moi, je suis très en phase avec le laboratoire de l'égalité et son pacte, éviter la reproduction des inégalités femmes-hommes par l'IA et faire de l'IA un moteur de l'égalité, ça me semble évidemment majeur. Et vous avez cité Cédric Villani qui a dit que l'IA ne devait pas être une machine à exclure. Reste maintenant effectivement à faire en sorte que ça soit pas le cas. Je vais pas détailler comment les IA peuvent être sexistes, puisque Juliette effectivement en a parlé et dans les précédentes tables rondes ça a été évoqué aussi. Mais pour moi en fait le rôle des médias il se joue à plusieurs niveaux. D'abord, information et sensibilisation, ça c'est évidemment le cœur de métier du média, évidemment, mais ce que je voudrais dire, c'est que, et à mon avis, devrait être largement partagé, c'est que l'IA, ce n'est pas une technologie ou un domaine de recherche ou même des solutions qui sont évidemment réservées aux hommes. Et je pense que les médias ont aussi une part de responsabilité dans la nécessité en fait, d'informer et d'essayer de sensibiliser au maximum et de façon assez inclusive en fait. Montrer que ce n'est pas un sujet tech, que c'est un sujet scientifique et technologique certes, mais qui a des
des implications et des effets à tous les niveaux finalement de la prise de décision dans la société. Et le rôle des médias, c'est de donner de l'écho à ce sujet qui est un sujet majeur, à la fois pour la transformation de l'économie et de la société, mais aussi la transformation, en tout cas du maintien en vie de la démocratie. Ça me semble extrêmement important. Et puis même au-delà des médias, je dirais qu'on peut aussi informer et transmettre de l'information fiable sans être pour autant un média. C'est ce que, par exemple, c'est ce que vous faites. C'est ce que Juliette fait et elle en a parlé à l'instant à travers ses ouvrages. C'est ce que fait aussi un collectif auquel j'appartiens qui s'appelle Toulouse is AI à Toulouse, qui n'est pas un média, mais qui transmet de l'information. Et puis, peut-être, alors, je vais revenir juste sur la question des données, parce que j'ai trouvé très intéressant ce qu'a dit Juliette sur le risque de rigidifier la société quand on la soumet trop, finalement, à l'analyse et au traitement de ce qu'elle représente. Mais je pense quand même, je vois tout à fait le petit, comment dire, la petite subtilité qu'il faut introduire dans la mise en chiffres ou la mise en données de la société. Mais je pense qu'en attendant, l'IA peut nous être tout à fait utile pour mieux comprendre un certain nombre de mécanismes qui ne sont pas forcément très visibles. Je voudrais citer 2 livres qui sont assez importants, je trouve, qui s'appellent Data Feminism et Invisible Women, qui expliquent justement cette question du gender data gap et qui invitent les femmes et les hommes à mettre en évidence, grâce aux données et aux IA, les problématiques d'égalité femmes-hommes. J'avais aussi un livre, il y a un article aussi dans ce livre du CNRS qui s'appelle Encoder l'égalité femmes-hommes, que je trouvais intéressant. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'était qu'à la fois pour lutter contre les fake news et contre le sexisme, l'IA peut être très très efficace. Mais je pense que l'essentiel, en tout cas pour moi, c'est que les femmes s'investissent intellectuellement et professionnellement dans ces questions technologiques. Il faut que les médias les y encouragent et les y aident sans doute, mais moi, si je devais conclure avec une phrase, je dirais que les féministes doivent s'intéresser à l'IA et les alliés des féministes aussi. Merci Emmanuelle là, pour ce panorama très, très, très riche. Je crois qu'on n'est pas là pour débattre, hélas, mais je pense que vous avez soulevé différents sujets avec Juliette qui mériteraient un débat, puisque je pense qu'on peut, sur différents sujets, avancer encore de nombreuses propositions. Donc, merci Emmanuelle. Je vais passer maintenant la parole à Bastien. Donc, Bastien Lyon, vous êtes journaliste au magazine online Les Numériques. Donc, ce magazine est un magazine spécialisé dédié à la tech. D'ailleurs, pour tout vous dire, moi je le connaissais, mais plus pour acheter des PC, pour les équipements. Donc, c'est l'actualité du web, l'actualité du numérique au global. Et dans le cadre de ce magazine, vous menez des enquêtes de fond. C'est comme ça qu'on a été amené à se rencontrer d'ailleurs. Et vous avez mené une enquête dernièrement, plus particulièrement sur les métiers techniques et sur l'IA dans l'éducation. Alors, est-ce que vous pourriez nous restituer, alors on a un peu dépassé l'horaire, mais bon, vous avez des choses tellement passionnantes à raconter que moi, je n'arrive pas à vous arrêter, je dois vous le dire, mais c'est pas grave, on débordera. Donc, Bastien, je vous laisse expliquer cet angle des métiers de l'IA dans l'éducation. Bonjour, déjà merci beaucoup pour l'invitation et pour avoir organisé tous ces débats, parce que c'est vraiment passionnant. Oui, donc comme vous l'avez dit, donc moi je travaille pour un média qui s'appelle Les Numériques. On fait plutôt normalement du produit, c'est-à-dire on parle des sorties produits, etc. dans différents domaines. Et on a effectivement une rubrique actualité dans laquelle je travaille et où on prend le temps de faire des sujets, comme vous dites, un peu plus de fond. Et donc moi je m'étais lancé donc effectivement dans un sujet globalement sur les biais sexistes dans l'IA, tout simplement pour une raison assez simple, c'est que c'est un sujet qui m'intéresse depuis un petit moment déjà et je trouvais que c'était assez difficile de trouver des sources récentes dans les médias grand public, entre guillemets, c'est-à-dire en dehors de la recherche et en dehors de la presse professionnelle ou financière. C'est encore un sujet qui est assez… l'intelligence artificielle de manière générale, c'est encore un sujet qui est assez peu connu, ou en tout cas pas forcément bien traité dans les médias grand public.
Et donc, je me suis dit tout simplement, vu que ça n'existe pas, faisons-le. Et donc, j'étais parti effectivement du livre qui a été évoqué tout à l'heure, L'intelligence artificielle pas sans elle de Aude Bernheim et Flora Vincent. Et au fur et à mesure de mes échanges avec mes différentes interlocutrices et interlocuteurs, effectivement, me suis plus recentré sur l'éducation. Et en fait, en y repensant après coup, je me suis dit que les enseignements que j'avais pu tirer dans cet article-là pouvaient s'appliquer aussi au contexte médiatique dont on parle aujourd'hui. Donc, je vais d'abord rappeler un petit peu ce que j'avais dit effectivement dans l'article, enfin très rapidement parce que c'est un article qui est assez long et qui est, si vous voulez mon avis, même si c'est moi qui l'ai rédigé, un petit peu fouillis. Donc, si je commence à partir sur tous les sujets, ça risque d'être assez long. Mais l'une des choses qui m'avait vraiment frappé en faisant cet article, c'était la place de la technique, des disciplines scientifiques et donc de l'intelligence artificielle dans l'apprentissage avant même l'université. Et pour introduire un peu ça, je voudrais rappeler ce qu'a dit la semaine dernière donc dans la table ronde avec les organismes de formation, ce qu'a dit donc Nisha Aladdin qui parlait de son apprentissage et qui en gros est quelqu'un, si j'ai bien compris, qui était très compétent dans toutes les matières scientifiques, donc que ce soit la physique, les mathématiques, etc., mais qu'on a orienté vers la biologie. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui revient, c'est un schéma en fait qui revient très souvent. Les femmes, on leur dit oui, non, mais les mathématiques, c'est pas trop pour vous, etc. Allez plutôt voir du côté de la biologie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des chiffres assez édifiants. Parce que du coup, justement, dans l'article, j'avais pu discuter avec Édouard Geffray, qui est donc le directeur général de l'enseignement scolaire à l'Éducation nationale, et qui m'avait donné quelques chiffres. Donc, je vais donner, parce que ça peut être assez intéressant. Comme vous le savez sûrement, depuis quelques temps, il y a eu une réforme du baccalauréat avec un nouveau système, donc un système de parcours, enfin un système plutôt de spécialité, parcours c'était avant, un système de spécialité. Donc on choisit deux spécialités, on choisit 3 spécialités pardon, en première et 2 spécialités en terminale. Et donc il m'avait donné quelques chiffres, il m'avait dit que dans les filières scientifiques, il y a donc plusieurs spécialités, il y a mathématiques et numérique et sciences informatiques, donc NSI. Et dans ces spécialités-là, on a 10% de filles. Après, on a mathématiques, sciences de l'ingénieur, on a 13% de filles. Mathématiques physique, là, on grimpe à 36%. Et quand on fait mathématiques SVT, là, on est sur 58%. Et en fait, c'est quelque chose de très, très parlant. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, d'analyser. C'est ces représentations qui se font très tôt, en fait, dans l'éducation. Et qui, du coup, font qu'on va avoir moins de femmes après dans les équipes qui développent des IA et plus globalement dans les disciplines scientifiques. Et je trouve que du coup, il y a du coup forcément un débouché en fait sur les médias, puisque logiquement, on va également avoir moins de femmes qui vont traiter ces sujets-là dans les médias et donc moins de représentations qui pourront ensuite être utilisées auprès du grand public. Enfin, tout simplement, quoi. Et ces représentations, elles se créent vraiment très très tôt. En fait, c'est assez intéressant. Là, c'est toujours du coup Édouard Geffray qui me disait ça. Dès l'école élémentaire, on a les filles qui rentrent à l'école qui sont soit à égalité en gros, soit parfois plus intéressées et plus compétentes. Bon, après, c'est des mathématiques, on parle de CP, CE1, donc c'est pas tout à fait des choses très complexes, mais en tout cas, il y a vraiment un intérêt plus grand de ce que j'ai pu comprendre chez les filles. Et cet intérêt, en fait, il s'inverse au fur et à mesure de l'école élémentaire, qui est vraiment le moment où on se crée justement des représentations, etc. Et les filles se mettent à perdre du terrain vis-à-vis des garçons et on se retrouve avec une situation inverse. Et ensuite, au collège, ces inégalités, elles sont encore plus affirmées. Et plus ça va, plus on avance, plus en fait on perd des filles en fait dans les différentes strates de l'éducation pour arriver après à des taux très très faibles dans les filières scientifiques, etc. Même si heureusement c'est en train de changer. Hein. On a pu le voir la semaine dernière avec Sophie Vigier de l'école 42. Mais c'est en train de changer, mais ça va encore très lentement et c'est pas encore tout à fait flagrant, quoi. Et cette chose-là, donc comme je disais, ensuite ça débouche sur la presse. Et je prends l'exemple que je connais très bien, qui est celui donc des numériques, là où je travaille. On a une équipe qui est majoritairement masculine chez les numériques, et c'est vraiment une difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, donc, comme je vous disais, on traite de produits. Donc, par exemple, on traite des appareils photo, on a une rubrique audio où on traite les casques, les enceintes, tout ça, et on a une rubrique informatique notamment, où il est vraiment difficile de recruter des femmes. C'est-à-dire que non pas qu'on se met nous-mêmes des blocages, mais il y a très peu de candidatures de femmes. Et il semble en fait que quand on est un homme, on aura beaucoup moins de blocages à postuler, même si on sait qu'il nous reste des choses à apprendre, parce qu'on fait des métiers où
où quand on arrive sur ce genre de sujet, il ne faut pas uniquement être bon un petit peu en technique, il faut aussi connaître le marché, il faut pouvoir faire des comparaisons, etc. C'est des choses qui sont assez complexes, mine de rien. Et donc, il semble assez évident que quand on est un homme, on aura moins ce blocage de se dire cette espèce de complexe de l'imposteur qui est un peu le mal de notre siècle aussi, mais on aura moins ce blocage de se dire je vais apprendre sur le tas, c'est pas grave, etc. Et il semble que les femmes aient plus de difficultés à, postuler à ces postes-là. Et ensuite, l'autre chose dans laquelle que j'ai pu constater avec cet article et que je peux ensuite mettre en relation avec les médias, c'est tout simplement les réactions qu'on a eues dans les commentaires de cet article que j'ai fait donc, en mars dernier, où on avait majoritairement, pour pas dire que ça, il y avait un seul commentaire qui différencie un petit peu. Il n'y avait pas beaucoup de commentaires, il y en avait une petite dizaine, mais où c'était que des commentaires qui considéraient que voilà, c'est naturel de toute façon, les femmes s'intéressent pas aux mathématiques, c'est pas la peine d'en faire des caisses avec ça, de faire de la discrimination positive, tout ça. Et je pense que c'est assez parlant en fait. Ça montre bien qu'il y a encore un énorme travail à faire et que c'est notre rôle aussi de parler de ces choses-là, de s'emparer de ces sujets-là. Et alors, je ne sais pas si il était prévu qu'on parle de comment changer les choses après, donc je ne veux pas trop en dire trop en dire là-dessus. Mais si je peux enchaîner, si je voulais que j'enchaîne là-dessus, je pense. Alors, juste une Ouais, petite, allez-y. je me permets de vous interrompre parce que vous êtes pile dans le sujet. Il s'avère qu'on a dans le chat une question qui est posée et comme vous venez de parler d'éducation de filles dans les STEM, etc., quelqu'un demande si faut-il des quotas dans le recrutement en classe prépa et en université. C'est la grande question. Bah, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que oui, il ne faut pas avoir peur de faire des choses. Et il faut avoir peur aussi de s'inspirer. Alors, je parle de mémoire, mais j'en parlais dans l'article. Il y a des systèmes, alors je crois que c'est en Inde, où les écoles sont classées. En fait, il y a des classements des écoles. Et dans ces classements, on prend un critère d'inclusivité, en fait, d'égalité hommes-femmes, etc. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, effectivement, à aller sur ces voies-là, au moins pour l'instant. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas, en fait, il n'y a absolument rien qui changera. Il faut prendre des mesures radicales, sinon effectivement, rien ne changera. Et en espérant qu'un jour, il n'y ait plus besoin de faire ça. Mais en attendant, ça serait hypocrite de dire que ça ne sert à rien, quoi, que c'est contre-productif. Alors, justement, ça fait une bonne transition avec, disons, le futur ou le futur très proche, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on constate, en tout cas nous, côté laboratoire de l'égalité, et d'après ce que vous dites, vous dans les médias et puis tout ce qu'on a vu dans les tables rondes précédentes, il y a un foisonnement d'actions, mais on sent que ça ne va pas assez vite, pas assez loin. Et comme on disait tout à l'heure, qu'il faudrait peut-être changer un peu de façon de faire, d'aborder le sujet différemment afin d'accélérer. Et donc la question que je vais vous poser à chacun de vous trois, et alors on est à 3 minutes de la fin, mais on va prendre le temps de vous écouter, ça serait quelle est la mesure ou les mesures, mais vraiment principales qu'il faudrait mettre en place dès demain pour aller plus vite, pour aller plus loin, donc vis-à-vis de ces inégalités femmes-hommes, de ces biais dans l'intelligence artificielle. Alors Juliette ou Bastien, comme vous étiez partis sur le futur, allez, on va donner la parole à Bastien puisqu'il était parti. Quelle serait la mesure à mettre en place? Ouais, mais après, c'est difficile à dire parce que je suis pas dans un rôle de direction ou des choses comme ça. Moi, les choses que je vois plutôt, c'est des choses très triviales en fait. Il y a énormément de choses, de petites choses qui peuvent être faites, qui sont très faciles à faire et qu'on fait pas, qu'on n'a pas toujours le réflexe de faire. Alors là, je reviens sur les écoles pour prendre un exemple assez simple, mais j'en parle dans l'article. C'est dans les problèmes de mathématiques. Très tôt, aujourd'hui, il y a une sensibilisation qui est faite pour que les sujets des problèmes de mathématiques ne soient pas uniquement des hommes. Alors, ça ne l'était pas, mais j'imagine que si cette réflexion a été faite, c'est qu'il devait y avoir un problème à ce moment-là. Parce que rien que ça, c'est des choses, c'est un peu ridicule de dire ça, c'est vraiment minime, mais rien que ça, on peut faire, enfin, ça peut faire en sorte que les filles à l'école peuvent se dire, bah oui, mais les problèmes de maths, c'est que des garçons dedans, donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans les médias, c'est pareil, il y a énormément de choses qui sont peut-être un peu plus, qui prennent un tout petit peu plus de temps, qui sont un peu plus fastidieuses, mais qu'il faut faire. En fait, c'est comme quand vous essayez de devenir végétarien. En fait, c'est plus difficile d'être végétarien que d'être omnivore, mais en même temps, si vous voulez l'être vraiment, il faut faire un effort. Et dans la presse, c'est pareil. Donc, ça passe par
typiquement les interlocutrices, en fait, pour proposer de donner la parole à des interlocutrices plutôt qu'aller chercher les mêmes chercheurs encore et encore qu'on voit tout le temps. Il y a des initiatives qui existent pour ça, donc comme les Experts, qui est un site qui est assez connu aujourd'hui, qui permet d'avoir un annuaire avec des profils féminins un peu différents qui peuvent apporter quelque chose de constructif, mais aussi tout simplement, ça peut aussi être dans le choix des illustrations, tout simplement. En fait, c'est vraiment tout bête, mais quand j'ai travaillé en presse professionnelle avant, et ça m'amusait beaucoup de voir que 90% des articles, c'était des hommes vieux, blancs, toujours cette rengaine qui vient, qui était là pour parler de leur sujet, etc. Et rien que sur les illustrations, vous prenez les banques d'images, etc., il y a énormément de choses à faire. Alors forcément, ça va en parler un petit peu plus de temps, mais comme vous le disiez vous-même, Muriel, il faut arrêter avec cette image du geek ou même cette image qu'on nous ressort à chaque fois dès qu'il y a une cyberattaque ou quelque chose comme ça, du mec encapuchonné dans sa tanière, dans le noir, devant son écran façon Matrix. Il y a vraiment plein de choses à faire et c'est vraiment des toutes petites choses, mais je pense que ça peut déjà faire évoluer un petit peu les mentalités et voilà. Après, c'est vraiment pas des grands projets. Hein. Vous disiez grandes mesures, ça n'est pas vraiment, mais je vais laisser mes consoeurs parler de ça peut-être plus précisément. Merci Bastien. Alors Juliette, rapidement pour vous, quelle serait l'urgence, la mesure ou c'est vrai que la semaine dernière, Frédéric Bardot disait il faut aussi que la société change de Simplon pour que le numérique et l'intelligence artificielle changent. Je pense que je partage aussi ce point de vue-là, en sens où on a le numérique qui est résultat, on a un numérique basé sur la consommation, la publicité ciblée et patriarcale. Je pense que c'est un peu on a le numérique qui est issu de notre société, donc je pense que bien sûr, il faudrait changer plus la société. Pour revenir plus sur le débat, je pense aussi que dans le débat médiatique, on parle. Moi, je trouve ça assez dingue qu'on est souvent sur ce sujet de l'intelligence artificielle qui va être autonome, un peu de science-fiction, de trucs qui n'arrivera peut-être jamais. Et on parle surtout de ça dans 20, 30 ou 40 ans, au lieu de parler des risques actuels et notamment des biais, des discriminations et de tous ces risques insidieux ou les apports de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, je trouve que le débat est très mal placé et qu'il faudrait que plus globalement, on parle plus de ce sujet-là pour que les gens et toutes les informations en main sur ce sujet-là. Et moi, je me rends compte là, en faisant pas mal de rencontres, qu'il y a il y a une très mauvaise connaissance de ce sujet. Ce que disait tout à l'heure Bastien sur le sujet de l'intelligence artificielle, il y a vraiment une méconnaissance dans le débat public de ces sujets. Et c'est notamment, il me semble que les journalistes et le débat public a une responsabilité là-dessus. Pour terminer, pour être très concrète, je sais qu'en ce moment, au niveau européen, il y a une réglementation qui va peut-être être mise en place pour justement avoir une procédure de validation des algorithmes, en espérant que ce soit un peu comme on peut l'avoir sur les médicaments. Et ça me semble intéressant, en ayant vraiment, c'est-à-dire que comme on le fait sur les médicaments, on pourrait avoir une procédure de validation des algorithmes où les biais sont corrigés, où il pourrait aussi avoir, alors pour l'instant c'est très peu évoqué, mais il pourrait aussi avoir l'impact environnemental, où au lieu d'être toujours dans cette fuite en avant technologique et de se poser des questions une fois que l'algorithme est généralisé ou que l'application de l'intelligence artificielle est généralisée, le faire avant. Et moi, il me semble que les labels et les chartes éthiques, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus coercitif. Et là, c'est vrai qu'il y a un règlement qui est en ce moment discuté au niveau européen, à savoir où va être mis le curseur, si ça va être un marquage chez eux, où est-ce que ça va être. Mais en tout cas, il me semble que ce sont des discussions intéressantes comme on a pu avoir avec le RGPD. Là, on l'a plus au niveau carrément de l'algorithme et du programme d'intelligence artificielle. Je pense que c'est quelque chose à surveiller. Souvent, en Europe, ça met beaucoup de temps, mais en tout cas, à surveiller, que les associations aient un rôle à jouer pour faire évoluer la réglementation dans le bon sens. Merci Juliette. On participe un peu, on a participé à quelques échanges justement pour faire évoluer la réglementation. Emmanuel, alors pour conclure et j'allais dire en quelques mots. Oui. Je vais m'exprimer par mots-clés alors. Donc je dirais plutôt lutte contre le sexisme et contre les stéréotypes, à la fois à l'école et très très rapidement, très très jeune, et puis même chose dans les médias. Et puis s'il fallait retenir une chose, moi je trouve que la proposition là, du Forum pour le New Journalism, je crois que ça s'appelle comme ça, la proposition d'intégrer les médias comme un secteur stratégique
qui doit vraiment réfléchir aux implications de ce que représente l'IA dans les métiers du journalisme, ça me semble très concret et sans doute très efficace parce que ça embarquerait le secteur des médias en tant que secteur économique en fait. Effectivement, tiens, alors, il est 14h04, j'étais en train de répondre à une question, puisqu'il y avait une question, introduire un cours d'IA et de logiciel dès la seconde en lycée, avec un cours d'éthique en informatique. Et bon, j'allais répondre à la question. Ben, c'est effectivement ce que nous proposons, notamment dans le pacte, hein, j'allais dire dans toutes les communications qu'on fait. Et puis, c'est la mission du laboratoire de l'égalité, c'est de promouvoir la culture de l'égalité femmes-hommes. Et donc, on peut pas, c'est une double culture. Il faut avoir cette culture connaissance de l'IA, du numérique, et en même temps cette culture de l'égalité, ça c'est sûr. Hélène, je ne sais pas, pour conclure, moi j'avais envie de dire, et vous allez peut-être me trouver un peu naïve ou un peu simple, si je puis dire. Moi, je rêverais d'avoir un Thomas Pesquet de l'IA ou du numérique, globalement. Parce que je ne sais pas si vous voyez, on parle beaucoup de ce sujet dans la presse écrite. On ne voit rien dans des émissions avec la télévision, qui est un support fantastique, ou en tout cas télévisuel. Et comment on arrive aujourd'hui à ce qu'un Thomas Pesquet vous fasse des conférences depuis l'espace, depuis sa station, sur ce qu'il fait et fait rêver tous les enfants. Moi, je vois autour de moi, tout le monde est en train d'acheter des costumes d'astronautes, veut être astronaute, est en train d'imiter Thomas Pesquet. Et pourquoi ? Parce que, comme vous disiez, je crois tous les trois, il y a certes des petites choses à faire, mais il y a aussi à penser différemment. Et dans les médias, votre impact est tellement important sur le grand public qu'il faut voir différemment, faire des choses. Thomas Pesquet l'a fait. Je trouve ça extraordinaire. Et je pense qu'on pourrait le faire si on s'y mettait à plusieurs à réfléchir. Voilà, c'était un peu mon rêve. Un ambassadeur ou une ambassadrice de… Voilà, exactement. Et voilà, et qui vous fait les rôles modèles au féminin dans la tech. Moi, je pense à Aurélie Jean. Mais qui vous fait vivre réellement cette vie et au travers de supports, parce que la presse écrite s'adresse pas à tout le monde, quoi. Tout le monde ne lit pas numérique ou ne lit pas. Voilà, et voilà, c'était un peu ma conclusion vis-à-vis des médias et mon rêve. En tout cas, Hélène, je te laisse peut-être conclure pour la suite. Oui, alors merci infiniment à vous trois. Comme nos précédents rendez-vous, c'était complètement passionnant et très inspirant de vous entendre sur les différentes mesures évoquées sur l'IA et votre rôle en tant que média. Et je voudrais rappeler que la semaine prochaine, nous allons donc clôturer notre mois de l'IA avec l'IA du point de vue des chercheurs. Donc, rejoignez-nous, soyez nombreux à vous connecter également la semaine prochaine. Et pour conclure de ce rendez-vous, cette table ronde, nous allons diffuser sur les réseaux sociaux, nous allons poster du contenu de cette table ronde sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Insta et Twitter. Et bien sûr, le replay sera disponible. Donc, n'hésitez pas vous aussi à relayer, vous, Bastien, Juliette et Emmanuel, mais aussi le public qui est assez nombreux cet après-midi. Donc, merci à vous tous, merci à vous toutes pour votre participation. Et Muriel, je vous souhaite une bonne après-mmidi. Merci Bastien, Juliette, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.